On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans le cadre du 350e anniversaire, il y a eu différents projets, dont celui-ci, où on parle d'histoire via des cartes postales au cours des 100 dernières années. On en a regroupé plus de 270. On en discute dans quelques instants avec Mario Wilson. Mais d'abord, on est dans le monde culturel. Il reçoit le prix du passeur culturel. C'est un enseignant, mais aussi le président de l'Union musicale d'Iberville. Et j'ai nommé Patrick Dupaquier. Depuis quelques années maintenant, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de concert avec l'industrie dans la région, célèbre le monde culturel avec cette soirée Essar qui se tient mardi, le 22 novembre. Donc, au moment même d'enregistrer cette émission, la soirée va se tenir. Donc, pour ceux qui vont nous écouter demain, mercredi, ça sera déjà chose du passé. Mais la bonne chose, par contre, c'est qu'on a déjà l'un des récipiendaires, le fameux prix du passeur culturel. Il est avec nous. C'est Patrick Dupaquier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Donc, Bonsoir. vous êtes à moins d'une heure de recevoir le prix. Exactement. Donc, c'est une primeur. On peut dire ça comme ça. Bon, Patrick Dupaquier, vous êtes enseignant à la Polyvalente Arts-Maritiaux en français, mais également en musique. Exactement. Mais vous êtes également, depuis l'an 2000, donc depuis bientôt 16 ans et un peu plus, président de l'Union musicale d'Iberville. Et c'est un peu à ce titre-là qu'on vous remet le titre de passeur culturel, parce que travailler à l'Union musicale, c'est en quelque sorte travailler sur la relève musicale. Exactement. Surtout qu'à l'Union musicale, on a des volets école de musique également, donc qui font en sorte que la relève est invitée à suivre des cours de musique, à former une harmonie également, harmonie de la relève de l'Union musicale, que je dirige aussi. J'ai la présidence depuis 2000, mais depuis maintenant 3 ans, c'est la troisième année où je dirige l'harmonie de la relève de l'Union musicale d'Iberville également. Bon, comment la musique est arrivée dans votre vie? En fait, c'est arrivé... si on remonte vraiment loin dans le temps, on peut parler le chant directement à l'église, messe de Noël, où on pouvait aller chanter à la chorale. Tout ça, j'avais 8 ans, je pense, la première fois que je dois avoir fait ça. Que je fais toujours, d'ailleurs. Ça va faire quasiment 30 ans que je fais ça. Puis après, c'est surtout musique, quand on parle musique d'harmonie, musique instrument. C'est vraiment quand je suis rentré au secondaire. Donc là, on a vraiment appris un instrument. Donc, j'ai appris le corps français directement à partir de secondaire 2, puis j'ai jamais arrêté depuis. Bon. Ensuite, vous vous êtes dirigé vers l'enseignement, mais vous enseignez à la fois le français, donc une matière dite régulière, si on veut, mais vous enseignez également la musique. Mm-hmm. Ben, en fait, j'ai fait mon bac en enseignement du français et de l'histoire. Donc, j'enseigne français et histoire depuis 14 ans maintenant à la commission scolaire. Puis l'opportunité est venue avec les groupes, les tâches, les enseignants, d'avoir accès à des cours de musique. On savait que j'avais la présidence de l'Union musicale, que je jouais beaucoup dans plusieurs harmonies un peu partout, beaucoup ici à Saint-Jean aussi. Donc, on m'a offert les groupes de musique. Ça, est-ce que c'est le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire de pouvoir enseigner une tâche comme le français, mais en même temps d'avoir un petit quelque chose pour pouvoir enseigner la musique? Bien, c'est sûr que quand la musique est une passion, parce que c'est ça que c'est, tu peux découvrir, le français aussi, mais c'est pas le même type de passion parce qu'on n'arrive pas au même processus à la fin. Là. En musique, il y a un concert à la fin qui est produit, il y a des compétitions, donc c'est pas la même façon de travailler, on n'a pas la même approche, tout ça, mais c'est vraiment considéré comme le bonbon de la journée, si on veut, là, quand on va donner un cours de musique. Puis que les jeunes apprennent, puis tu vois qu'ils sont capables de faire plus qu'au début de la période. C'est vraiment... on peut voir ça comme ça. Bon, vous êtes originaire de Saint-Alexandre. Oui. Enfant d'immigrants suisses. Exactement. Qui sont arrivés ici. Vous dites que la musique est arrivée par le chant à l'Église, mais après ça, est-ce que l'apprentissage d'instruments, c'est un peu inscrit dans ce cursus musical? Bien, c'est sûr que dès que j'ai commencé au secondaire avec le tuba, puis là, je me suis dit, il y avait un instrument que personne n'avait le droit de prendre en secondaire 2, c'était le corps français. Puis moi, je me suis dit, non, c'est lui que je veux prendre. Donc, j'ai dû insister auprès de mon enseignante de musique en secondaire 2 pour avoir... Elle ne voulait pas, mais j'ai dit, non, c'est ça que je veux faire. Au bout de quelques semaines, elle m'a laissé essayer. Puis, ça a été un mariage heureux, je crois, parce que j'en fais encore beaucoup présentement. J'ai fait un petit cégep en musique aussi là-dedans. Puis, c'est toujours la même passion. J'adore ça. Bon. De quelle façon êtes-vous arrivé à l'Union musicale d'Iberville? Bien, par le corps, justement, par le corps français. En secondaire 4-5, je m'en allais au cégep, mais je voulais commencer à jouer un peu plus. Donc là, il y avait l'harmonie de la relève de l'Union musicale d'Iberville qui était accessible donc à des jeunes secondaires 3, 4, 5, cégep, université. Donc, j'ai commencé avec ça, donc à entrer dans l'Union musicale par cette porte-là. Puis après, bien, de fil en aiguille, évidemment, les corps, c'est pas monnaie courante, dans le sens qu'il y en a quelques-uns, mais c'est pas... Au secondaire, j'ai été seul pendant tout mon secondaire.
donc à jouer du corps. Donc, quand la porte s'est ouverte pour avoir accès à la grande harmonie, l'harmonie senior, pour faire du corps, là. Donc là, j'ai continué l'année d'après. J'étais au cégep. En 97, je suis rentré dans l'harmonie senior, déjà, que j'ai jamais quitté depuis. Là, vous êtes à la présidence de l'Union quand même depuis l'an 2000. Réélu à chaque année depuis 2000. Ben oui. Sans opposition? Bien, Ou presque, ça, c'est je sais toujours pas. sans opposition parce que je dis souvent, c'est parce qu'il n'y en a pas d'autres qui veulent faire le travail que je fais. Puis tout ce que ça implique comme implication, justement. Mais à chaque année, les élections des membres de l'Assemblée générale, je suis reconduit dans mes fonctions. Bon, c'est quand même un horaire du temps assez chargé parce que, bon, il y a la tâche d'enseignant. Oui. Puis en même temps, veut pas, quand on fait de la musique dans les écoles secondaires, il y a souvent des extras le midi, le soir après les cours, puis bon, on sait. Et là, en plus de ça, l'Union musicale d'Iberville doit tenir aussi assez occupée. Oui, ça tient pas mal. La présidence par tout ce qu'il y a à faire au niveau paperasse, gestion, administration, puis l'harmonie de la relève aussi par trouver le matériel, les pratiques et tout. Ça vient, mais il suffit de gérer correctement le temps, puis ça arrive. Pour vous, le prix du passeur culturel, il représente quoi? Bien, ça s'inscrit directement dans la tâche d'enseignement que je fais, que je pratique. C'est l'idée de travailler, de passer la culture, d'amener les jeunes à découvrir des choses qui ne sont pas accessibles facilement. Je prends un exemple à l'école, j'insiste beaucoup sur les sorties à l'opéra. J'organise des sorties à l'opéra de Montréal. Donc, on va voir des opéras, amener des jeunes à aller voir ce que c'est. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui vont, au début, qui vont se dire bah, c'est poche, on va pareil parce qu'on sort, tout ça. Mais je me dis qu'à un moment donné, ça va peut-être germer, puis que quelques années plus tard, ils vont y retourner en se disant oui, j'ai vu ça quand j'étais jeune. Donc, c'est vraiment l'idée de donner accès à la culture au plus grand nombre, en fait. C'est vraiment ça. Bon, quand on parle de transmission des connaissances, transmission de la passion aussi, de la musique, veut pas. Très souvent, quand on est jeune, notre premier contact avec la musique, bien, ça peut être parfois dans la famille, parce que parfois nos parents jouent un instrument ou chantent ou peu importe. Mais plus souvent qu'autrement, c'est à l'école. Bon, vous allez me dire, ça commence avec la flûte à bec au primaire, là, maintenant, même, je pense, assez tôt, là, dès la première année. Dans notre temps, c'était la 4e année. Puis après ça, bien, les chemins se croisent à l'entrée du secondaire. Certains choisissaient les arts plastiques, d'autres, comme dans mon cas, on choisissait la musique. Puis là, après ça, bien, on disait, bon, bien, quel instrument qu'on prend? Bon, trompette, saxophone, tuba, etc. Mais dans certains cas, certains font le cours de musique parce qu'ils ont comme une obligation de le faire et ils trouvent ça mieux que l'art plastique. Mais pour d'autres, on embarque dans les projets d'harmonie, on va au festival à Sherbrooke. Et dans d'autres cas, ce qui n'a pas été mon cas, mais dans d'autres cas, après le secondaire 5, on continue la route. Et comment on peut réussir justement à cibler certains élèves qui performent bien au secondaire pour les amener à poursuivre le fait de continuer à jouer l'instrument? Bien, c'est une question d'intérêt. On le voit tout de suite, les jeunes qui sont là, qui viennent pratiquer, qui viennent le midi, parce que le local de musique est souvent ouvert le midi. Ceux qui viennent pratiquer, ceux qui sont souvent là. Donc, il y a ça, évidemment, qui prend beaucoup dans le fait de les amener après à continuer. Il faut considérer aussi que la musique, comme les autres arts au secondaire, pour certains, dans leur journée, c'est ce qui les tient à l'école. Il y a ça beaucoup parce que, bon, les cours de français, même si on essaie d'être intéressant, un cours d'histoire, il y en a qui aiment moins. Ils le font parce qu'ils sont obligés, mais quand ils savent qu'ils ont leur cours de musique dans la journée, qu'ils ont leur harmonie le soir, le stage band le midi, c'est ça qui les tient. C'est ça qui les tient en vie, qui leur permet, en fait, de respirer quand ils arrivent là. Donc, tout cet intérêt-là, jumelé avec la passion qui se développe, bien, après, on essaie de les amener tranquillement à rejoindre des harmonies de ville, comme on appelle, où ils vont pouvoir continuer après secondaire 4, secondaire 5, puis au cégep, sans qu'ils soient dans un domaine musical à l'école, mais qu'ils puissent continuer à en faire. Qui compose aujourd'hui l'Union musicale d'Iberville? Bon, pour l'harmonie de la relève de l'Union musicale d'Iberville, c'est surtout des jeunes secondaires. On commence le plus jeune est en secondaire 1. Quand même. Oui, c'est ça. Le plus jeune est en secondaire 1. Il a commencé la musique très jeune, tout ça, puis il continue. Sinon, on va plus viser secondaire 3, 4, 5, puis après ça, bien, cégep, université. Il y a des adultes également. Des adultes qui ont commencé la musique, qui en ont fait quand ils étaient jeunes, ils ont recommencé. Donc, vous avez une cohorte d'à peu près quoi, de 13 à 25 ans, à peu près? Oui, ça va plus loin que ça. Il y en a jusqu'à 60. Je pense que le plus âgé à 70. Il a commencé sur le tard, puis là, il veut faire de la musique. Donc, dans la relève? Oui, dans la relève, oui. Parce que c'est vraiment le niveau qui détermine, le niveau du musicien qui détermine l'harmonie. Donc, vous avez combien de musiciens dans la relève? Dans la relève, on était une quarantaine. Donc, une quarantaine de musiciens. Qui peuvent avoir de 12 à 60 ans. Oui, exactement.
tout dépendant de leur niveau, puis qui sont aptes à tout ça. Et dans l'harmonie senior? Dans l'harmonie senior, là, à ce moment-là, on passe des musiciens un peu plus expérimentés, qui en ont fait beaucoup, qui ont des diplômes universitaires ou des choses du genre, ou au cégep, par exemple, qui ont toujours poursuivi, puis qui ont atteint un certain... sans parler d'audition nécessairement, là, mais on sélectionne plus les membres pour l'harmonie de l'union musicale. Comme ça, où on est 30-35 à peu près aux répétitions, là, où on va chercher cette clientèle-là. Mais le but ultime de la formation de la relève, c'est de former des musiciens pour, par la suite, les amener à rejoindre l'union musicale. Mais que ce soit dans la relève ou dans l'harmonie senior, dans la très, très vaste majorité des cas, ce ne sont pas nécessairement des gens qui ont poursuivi leurs études en musique au cégep et à l'université. Non, là. non, vraiment pas. Il y en a que c'est juste... ils en ont joué quand ils étaient jeunes, par exemple. Il y en a que c'est vraiment... ils ont continué, puis ils reviennent là, mais ça peut être... c'est vraiment le niveau du musicien qui va déterminer, puis l'intérêt aussi, là. Il y en a qui sont dans l'harmonie de la relève, mais qui pourraient participer à l'harmonie senior, mais qui veulent rester là parce que ça leur convient, le style de travail qu'on fait, alors que d'autres veulent monter dans l'harmonie senior. Généralement, quand on est récipiendaire, quand on reçoit des honneurs, la vaste majorité du temps, ce sont des gens de 50, 60 ans, qui ont eu une très vaste carrière durant 30-40 ans. Vous, c'est quand même pas pire là, de recevoir le prix du passeur culturel. Vous n'avez pas 40 ans encore. Hein? Non, j'ai pas encore 40 ans. Je suis en bas de 40. J'ai 37 ans. Puis c'est un honneur. Puis un peu surpris quand on m'a appelé pour me dire passeur culturel. J'ai dit, ben déjà? C'est ça. Déjà, Pas si vieux que ça. C'est ça, j'ai pas fini. Il me semble qu'il me reste des choses à faire encore. J'ai pas atteint. Ça sonne un peu comme le chant du cygne. On va te donner un prix parce qu'on sait pas ce qui va t'arriver. Mais je le prends avec le temps, avec les quelques semaines que j'ai eu à réfléchir là-dessus, je le prends avec plus de philosophie en me disant qu'on veut montrer que, je pousse le parcours. Mais c'est quand même bien de réussir en si peu de temps à laisser sa marque dans une communauté. Oui, bien, oui. Dans le monde culturel, à l'école, à l'Union musicale d'Iberville, d'être identifié comme étant un passeur culturel qui instruit la relève à poursuivre. Bien, c'est un honneur, puis ça me pousse à continuer parce que si on me donne un prix maintenant, je me dis, je vois encore les années qui s'en viennent en me disant, je peux en faire encore beaucoup plus. Donc, ça me pousse à me dire, on va y aller, on fonce, puis on continue. Puis ça, je me dis en même temps que, parce qu'il y a toujours une question de questionnement aussi, on se dit, bon, bien, on fait des choses, on essaye des projets, des fois, bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Là, ça me pousse à me dire, bon, bien, ça doit être pas si pire ce que je fais, puis je vais continuer là-dedans en me laissant guider par, la passion, puis deux, mon instinct qui doit être... je dois pas être trop dans le champ, si on peut dire ça comme ça. Comme je le disais en introduction, nous, on enregistre le mardi. Il est 16h10, là, donc dans 50 minutes, vous allez recevoir le prix. Oui. C'est quoi votre sentiment à 50 minutes de recevoir le prix? Je suis un peu fébrile, un peu curieux aussi de voir comment ça va se passer. J'ai déjà assisté à la soirée SR parce qu'on a déjà participé en tant que musicien. On a déjà été dans l'organisation, tout ça, où on faisait la musique, tout ça. Mais que d'être en avant sur scène, j'ai écrit mon discours, je me suis préparé pour essayer d'être pour être prêt, tout ça. Mais bon, il y a une petite fébrilité quand même qui s'installe là, depuis les 2 dernières heures. J'ai fini d'enseigner il y a 1 heure, mais que juste de me retourner puis me dire, bon, là, je vais recevoir un prix pour le travail que je fais. C'est ça. C'est particulier, mais très, très agréable en même temps. Patrick Dupaquier, merci beaucoup. Félicitations encore une fois, puis longue vie, puis bonne continuation dans le monde de la musique. Merci beaucoup. Bien gentil. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'histoire, on vous parle du 350e de Saint-Jean-sur-Richelieu via un livre de cartes postales. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, il va y avoir de la magie. Regarde, moi, je disparais. Oui, écoute, avec nos amis Patrick Loutier et Serge Guillette de la magie de l'air. Coulisses Bêta, jeudi, 19h.
On poursuit encore dans la thématique du 350e anniversaire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On sait qu'il y a eu plusieurs événements, plusieurs activités, plusieurs projets également, dont un, celui qu'on vous parle aujourd'hui. Ce projet d'histoire de carte postale, Saint-Jean-sur-Richelieu en carte postale. Il s'agit de l'ouvrage qui est ici, que je vous présente à l'instant, avec l'un de ses co-auteurs, encanteur, mais co-auteur aussi, Mario Olsen. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et là, c'est pas comme encanteur, c'est comme co-auteur. Oui. Avec Simone Boudreau et Gilles Pépin. Qui sont-ils? Oui. En fait, Simone, je pense qu'elle a travaillé pendant des années au Collège militaire ou à la base. Une passionnée de la carte postale, évidemment. Et M. Pépin, qui est un amoureux de l'histoire, est actuellement en train d'écrire l'histoire de Boucherville, avec aussi une impressionnante collection de Saint-Jean. Bon. De quelle façon ce projet-là a-t-il pris naissance? Bien, je pense que c'est vraiment Simone qui a eu l'idée à l'origine. Lorsqu'il y a eu une demande dans le Canada français de la part du 350e, à l'époque, c'était une dame qui dirigeait le 350e, Mme Simpson, je pense. Et puis elle disait, soumettez-nous les projets, on veut quelque chose d'innovant et d'intéressant. Alors, Simone a dit, tiens, voilà l'occasion, tablette, on va y aller avec un projet comme ça. On en avait déjà parlé vaguement, mais sans nécessairement dire, oui, il faut le faire, là. C'est sûr que le côté budget nous empêchait de produire quoi que ce soit. Là, ça coûte cher imprimer un livre quand même. Là. Donc, on a soumis le projet au 350e. Ils l'ont d'emblée accepté. Quand Mme Simpson a quitté, bien, il semblerait que le projet ait demeuré intéressant quand même pour le 350e. Donc, ils ont poursuivi les démarches. Bon. De ce que je comprends, c'est que vous avez dû faire des choix déchirants parce que vous avez répertorié quoi? Une affaire comme 800 à peu près? 800 cartes postales? Un petit peu au-dessus de 1000. 1000? Oui, wow. Oui. Bien, évidemment, il faut penser que à travers toutes ces années-là, on peut commencer là, avant 1900, il y a quand même des cartes postales qui existaient à l'époque, mais elles n'étaient pas nécessairement avec photo ou avec scène de rue, là. C'était des cartes postales gouvernementales. Mais déjà, il y en avait à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a des cartes postales de Jacques-Paul là-dedans, puis ça veut dire tous les édifices de la ville, certaines activités, etc. Puis là, Saint-Jean, Iberville, l'Acadie, il a fallu faire... c'est ça qui a été plus difficile. Donc, le phénomène de l'entonnoir de la décision. Ultimement, donc, vous avez sélectionné 270 cartes postales qui ont été numérisées, améliorées, bonifiées. De quelle façon on les traite? On les traite à une numérisation à 600 ppp, je ne sais pas quoi, là. Et puis ça donne un bon résultat, le résultat qu'il y a là. On a soumis ça à l'imprimeur, d'abord à celui qui faisait la mise en page et tout ça. Et il semblerait que c'était bon. Ça a sorti, effectivement. On le voit dans le livre, ça a très bien sorti. Donc, on n'a pas eu à photographier les cartes postales, puis après ça, les faire développer pour faire le bouquin. Là, on parle, parce qu'il faut quand même faire la distinction, on ne parle pas ici de photos d'archives, mais bien de cartes postales. Donc, de véritables photos qui ont servi à, comme fin d'utilisation, la carte postale. Oui, effectivement. Que de la carte postale. On aurait pu ajouter des photos, effectivement. On en a, le musée en est plein. Mais non, on a pris seulement la carte postale parce qu'il faut dire que nous trois, les trois co-auteurs, on est des malades de la carte postale aussi, notamment pour toutes sortes de raisons, mais surtout pour l'apport historique que ça peut nous donner. On le voit dans le livre, là, il y a là-dedans des choses. Et évidemment, les cartes postales qui pouvaient être développées directement sur papier, carte postale, bien ça, c'est presque des pièces uniques, là. Il y a des raretés là-dedans, franchement. Là. Donc, 270 numérisations de cartes postales qui datent, en fait, des cartes postales qui ont été oblitérées, là, disons, par la Poste de 1903 jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, là. Ça, c'est peut-être une petite erreur qu'on a vue qui s'est glissée dans le texte du Canada français. 1903, c'est les cartes postales de Pinsonneau. Pinsonneau a commencé ça en 1903. De prendre une photo, ensuite de ça, de l'imprimer sur des cartes postales. Mais avant ça, il y avait les cartes postales, comme je vous disais, gouvernementales, qui sont, disons, envoyées à Cousin pour dire, bien, garde ta commande de 300 ballots de telle affaire, on l'a à Montréal, viens en chercher. Mais ça, c'était des cartes postales qui circulaient déjà, ça existait déjà, parce qu'il y avait un tarif préférentiel. Bon, parlez-nous justement de l'influence de Joseph-Laurent Pinsonneau. Qui était-il? Un photographe très connu qui venait à l'origine de Napierville et qui avait un studio ici, comme Brault ou comme certains autres photographes. Et lui, je ne sais pas comment ça y est arrivé là, dans l'esprit de faire de la carte postale avec ses photos, mais c'est vraiment lui qui a été précurseur de ça. Et évidemment, il y avait de la famille aussi, là, à Sherbrooke, à Prescott, en Ontario. Tout le monde s'est mis à faire de la carte postale et à s'échanger ça. Sauf que Pinsonneau était
un bon photographe aussi, qui faisait des belles photos et qui n'avait pas peur de temps à autre de mettre un peu d'animation là-dedans, ce qui est plus intéressant pour une photo ancienne. Et ce que j'ai compris, c'est que la famille Pinsonneau aussi, là, c'est poursuivi là, dans le monde de la photo. Là. Oui, c'est ça. Quand lui est décédé, Joseph Laurent, c'est Aimé qui a pris le studio en main, mais il y avait aussi les autres enfants qui s'occupaient. Il y a des cartes postales là-dedans qui ont été colorées au pochoir par les filles de Joseph Laurent. C'était vraiment une entreprise familiale, là, juste ici, pas loin. Là. En même temps, ce que ça démontre dans cette histoire, parce que dans le fond, ça relate aussi l'histoire. Actuellement, nous, ici, là, on est au 145 rue Richelieu. On est probablement assis sur les vestiges de l'ancien port de Saint-Jean-sur-Richelieu, ou presque, ou presque là, non loin d'ici. Ouais. Mais souvent, les gens ont peine à imaginer qu'à cette époque, disons, au 19e siècle, il y avait un port d'importance ici, que tout arrivait ici. Même, bon, il y a eu le canal, mais avant qu'il y ait le canal, il y avait le premier chemin de fer Saint-Jean-la-Prairie. Donc, il transitait par ici des marchandises et des gens. Il y avait des hôtels de luxe et tout ça. Donc, il y avait, dans le centre-ville, dans le Vieux-Saint-Jean, une activité commerciale incroyable pour l'époque. Oui. Il y a eu un temps, au début du siècle, 1900-1925, il y a eu plus d'une dizaine d'hôtels ici à Saint-Jean. Tu sais, s'il y en a 10, ça veut dire qu'on est capable des rentabiliser. Là. Il y avait vraiment du monde qui passait en masse, qui arrivait de New York, qui s'en allait à la prairie avec le train, etc. C'était vraiment une ville qui grouillait. Et vous allez voir là-dedans, il y a une carte postale du port de Saint-Jean avec les barges qui transportaient les pommes qui venaient du nord, puis le bois d'œuvre, etc. Jam-pack dans le port, là, c'était effrayant. Là. Il y en avait certainement une trentaine. Puis une barge, c'est pas petit quand même. Donc, c'était vraiment une ville d'importance ici à Saint-Jean, parce qu'il n'y avait pas juste Pinsonneau, puis tout ça. Il y avait aussi là, les compagnies de céramique et de poterie. Comment ces cartes postales-là ont-elles pu résister, se conserver et passer d'une main à l'autre pour qu'elles existent encore aujourd'hui? L'avantage d'une carte postale, c'est qu'il y a une scène dessus, comme une photo ou une scène qui a été reproduite. C'est un souvenir. Tu sais, les gens qui déménageaient à Massachusetts pour aller travailler dans les usines de coton, qui recevaient des nouvelles de Saint-Jean, bien, une carte postale du palais de justice, tu reçois ça chez vous, au Massachusetts, tu la gardes parce que c'est un souvenir de travailler là ou je sais pas quoi, tu sais. Ça reste des images que les gens gardent comme des photos de famille. Bon, on dit d'ailleurs ici, parmi les plus vieilles photos, puis je vais c'est d'ailleurs une de votre collection, je vais quand même la montrer à l'écran ici. Ça va nous donner une petite idée, là, celle qui est ici, qui est de votre collection. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Le port aussi. On voit l'espèce de quai de John Donaghy à gauche. C'est assez intéressant, ça. C'est à peu près en face du Canada français. Et ils vendaient du charbon, du bois, etc. Les commerces qu'il y avait sur le bord, un peu plus loin, il y avait Cousin, les deux frères Cousin qui étaient là aussi. C'était le point d'entrée pour bien du monde au Canada. Parce que quand tu arrivais de New York, tu suivais tout le long sur la voie maritime, tu arrivais ici à Saint-Jean, les commerces étaient là, puis c'était très important. Bon, il y a aussi, on voit certaines activités, il y a beaucoup de militaires. Oui. Évidemment, il y a une relation avec le monde militaire, donc il y a beaucoup de photos à connotation militaire ou certaines activités religieuses de l'époque qui n'existent plus aujourd'hui. C'est ça. Donc, ça aussi, c'est un pan de l'histoire. Oui, et ça donne l'importance à ce moment-là à la pièce. Si tu veux garder 2 cartes postales de Saint-Jean, tu peux garder celle du Palais de justice où il n'y a aucune animation, il n'y a rien qui grouille, tu vois le bâtiment plus ou moins intéressant, puis tu vois une parade de la Saint-Jean-Baptiste, bien, tablette, c'est sûr que... Bon, là, aujourd'hui, on est en 2016, à l'ère des courriels et tout ça. Les cartes postales, est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'il s'en fait encore sur notre ville, sur des paysages de la région? Oui, sûrement. Les dernières qui ont été faites, là, en importance, disons, en quantité, c'est pas mal Jacques-Paul et quelques photographes aussi contemporains, mais ça se fait encore dans toutes les grandes villes du monde, là. C'est certain. Là. Si tu vas à Panama, tu vas pouvoir acheter des cartes postales puis les envoyer, dire très beau voyage, il fait soleil, on est bien ici, puis là, tu as une scène, tu sais, une photo de où tu te trouves, où à peu près, puis ça fonctionne encore. Il n'y a plus maintenant de tarif préférentiel pour la carte postale. À l'époque, ils faisaient ça parce que tout le monde pouvait lire ce que tu avais écrit sur ta carte postale. Oui, ça, c'est vrai. Oui. Donc, ils disaient, au lieu de 2 cents, on va charger rien qu'une scène, tu sais. Mais ça se fait encore. Bon. Cet ouvrage, donc, de 150 pages est disponible au coût de 25 $ seulement. Parce que, notamment, quand on regarde la qualité d'impression
du livre, là, c'est quand même impressionnant. Donc, 25 à la boutique du musée du Richelieu, donc ici sur la place du marché. Également chez Artaud, à la maison du 350e, à côté de l'Hôtel de Ville, ou encore au bureau de tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu, donc à l'ancienne gare. Donc, c'est des endroits où les gens peuvent se procurer le livre. Ça vous a pris combien de temps à confectionner tout ça avec vos collègues, Mme Boudreau et M. Pépin? 1 an. C'est 1 an de travail? Oui. Mais évidemment, avant, on avait quand même une bonne idée là, de ce qu'on aurait à dire là-dedans. Moi, j'avais déjà fait un livre il y a 20 ans, mais je ne l'avais jamais publié parce que ça coûtait trop cher. Donc, j'avais déjà du texte historique qu'il fallait mettre à jour. Là, quand je dis dans un texte d'il y a 20 ans, il y a maintenant un stationnement là. Puis là, c'est rendu un édifice moderne. Il faut le mentionner. T'sais. Mais ça a pris 1 an là, avec beaucoup de rencontres, mais un travail complètement fou de Mme Simone qui a pris la direction, le lead de l'ouvrage et qui a poussé au max. Là. Parce que ça implique beaucoup, là. Il n'y a pas juste, tu mets une carte postale, tu mets un petit texte à côté pour te dire quand est-ce que ça a été bâti, ça, là. Non, non. D'abord, il ne faut pas qu'il y ait de fautes de français dans ton texte, là. Il y a 1 ou 2 coquilles dans le livre qui ont réussi à passer. Mais sinon, c'est ça. Puis après ça, il y a le montage, puis la mise en page, puis non, c'est... Alors, Saint-Jean-sur-Richelieu en carte postale, donc un ouvrage maintenant disponible à l'occasion, bien sûr, du 350e anniversaire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mario Wilson, merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Au retour de la pause, c'est bien sûr notre Bavière quotidien. 20 000 personnes se sont déplacées samedi soir dans le Vieux-Saint-Jean pour célébrer la nuit dans le cadre du 350e anniversaire. Donc, bravo à vous tous d'y avoir été, mais bravo également aux organisateurs de cet événement. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, c'est le télé-bingo. Et là, il y aura de nouveaux jeux au cours des prochains jours. Et d'ailleurs, ne manquez pas, le 4 décembre, un spécial à 4 000 $ en prix. Nous, notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.